Jeanne était une infirmière dévouée qui passait ses journées à l'hôpital à s'occuper des patients et ses nuits comme bénévole dans un refuge pour sans-abri. Son empathie et son dévouement faisaient d'elle une figure appréciée à la fois par ses collègues et par les nécessiteux qui trouvaient du réconfort en sa présence. Une nuit, alors que Jeanne effectuait son service au refuge, une agitation éclata à l'entrée. Un jeune gravement blessé avait été déposé anonymement devant la porte. Son visage était ensanglanté et il semblait avoir subi un traumatisme sévère. Jeanne, avec l'expérience et le calme caractéristique de sa profession, évalua immédiatement la situation. Appelez une ambulance, vite, elle instruisit l'un des bénévoles, tout en essayant d'arrêter l'hémorragie et de stabiliser le jeune homme. L'ambulance arriva rapidement, et Jeanne insista pour accompagner le jeune homme à l'hôpital. Pendant le trajet, elle lui tint la main, lui offrant des mots de réconfort, bien qu'il fût inconscient. « Tu vas t'en sortir » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. À leur arrivée à l'hôpital, une équipe médicale emmena immédiatement le jeune homme aux urgences. Des heures plus tard, le docteur Mathieu, chef de l'équipe de traumatologie, s'approcha de Jeanne dans la salle d'attente. « Ah, il a subi un traumatisme crânien sévère et est dans le coma » expliqua-t-il avec gravité. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais maintenant seul le temps nous dira. » Jeanne soupira, ressentant une vague de tristesse et d'empathie pour cet inconnu. Sans aucun document ni identification, le jeune homme était un mystère. Appelons-le Marc, décida Jeanne, voulant lui donner un nom, une identité, en attendant qu'un membre de sa famille se manifeste. Marc, comme il fut désormais appelé, resta dans le coma, mais Jeanne continuait à le visiter régulièrement. Elle ressentait une connexion inexplicable avec lui, quelque chose qui la poussait à prendre soin de lui avec un dévouement particulier. Chaque jour, elle apportait de petites choses, des fleurs, un livre, ou simplement sa présence. Ainsi commença le voyage de Jeanne et de Marc, un voyage que ni l'un ni l'autre ne pouvaient prévoir, mais qui était destiné à changer leur vie pour toujours. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique. Pendant tout ce temps, Jeanne avait maintenu une routine dévouée de visite à Marc. Le jeune inconnu, toujours dans le coma, était devenu une présence constante dans sa vie. Même sans obtenir de réponse, Jeanne lui parlait tous les jours, partageant des histoires de sa vie, de l'hôpital et même de ses rêves et frustrations. Elle croyait que, d'une manière ou d'une autre, ses paroles pourraient l'atteindre dans le silence profond où il était plongé. La routine de Jeanne était devenue presque rituelle. Chaque matin, avant de commencer son service à l'hôpital, elle passait par la chambre de Marc. Elle apportait des fleurs fraîches, lisait des extraits de livres à haute voix et parfois, simplement s'asseyait à côté de lui, tenant sa main et attendant tout signe d'amélioration. L'équipe médicale et les collègues de Jeanne admiraient son dévouement, bien que beaucoup ne comprennent pas la profondeur de son engagement envers ce patient sans nom. Le jour de son anniversaire, Jeanne se sentait particulièrement mélancolique. Elle pensait à la rapidité avec laquelle les années avaient passé et à quel point sa vie semblait coincée dans ce cycle d'espoir et d'attente. En entrant dans la chambre de Marc, elle sourit tristement, arrangeant les fleurs à côté de son lit. « Et bonjour, Marc. Aujourd'hui est un jour spécial, tu savais ? C'est mon anniversaire, dit-elle, avec un léger rire. Qui sait, peut-être que tu me feras un cadeau et te réveilleras aujourd'hui, hein ? En parlant, Jeanne commença à ajuster les draps, comme elle le faisait toujours. Soudain, elle remarqua un mouvement subtil dans la main de Marc. Son cœur s'emballa. Marc, appela-t-elle, s'approchant. À sa grande surprise et incrédulité, les yeux de Marc commencèrent à s'ouvrir lentement. Il cligna des yeux, comme s'il s'adaptait à la lumière de la chambre. « Dr. Matthew !» Vite, cria Jeanne dans le couloir, sa voix pleine d'émotion et d'espoir. Le docteur Mathieu arriva en courant, suivi d'infirmiers. En voyant Marc réveillé, il ne put cacher sa surprise. « C'est un miracle » murmura-t-il, s'approchant du patient. Marc regarda autour de lui, confus et désorienté. Ses yeux croisèrent ceux de Jeanne, qui tenait fermement sa main. « Et vous êtes à l'hôpital » expliqua Jeanne, sa voix tremblante d'émotion. « Je m'appelle Jeanne, je suis votre infirmière. » Marc essaya de parler, mais ses mots sortirent faibles et incompréhensibles. Le docteur Mathieu commença à l'examiner rapidement, vérifiant les signes vitaux et posant des questions de base pour évaluer son état. « Comment vous sentez-vous » demanda le médecin, gardant un ton calme et professionnel. « Je ne me souviens de rien » murmura Marc, sa voix rauque par le manque d'utilisation prolongée. Jeanne lui serra la main, lui offrant un sourire encourageant. « C'est normal, Marc. Vous êtes en sécurité maintenant » dit-elle doucement. À ce moment-là, le sentiment d'espoir que Jeanne avait gardé pendant si longtemps se concrétisait enfin.
Marc avait repris conscience et avec cela, un nouveau voyage commençait à se dérouler pour eux deux. Marc se réveilla dans un monde totalement inconnu pour lui. La confusion et la peur se lisaient sur son visage alors qu'il essayait de comprendre où il était et pourquoi il ne se souvenait de rien. Le docteur Mathieu, avec son attitude calme et professionnelle, fut rapide à le rassurer. « Marc, vous avez subi un traumatisme crânien sévère il y a 2 ans, expliqua-t-il. Et il est normal que vous souffriez d'amnésie. Avec le temps et le traitement, certains souvenirs pourraient revenir, mais nous ne pouvons rien garantir. » Jeanne, à côté du lit, observait attentivement. Elle savait que ce serait un processus difficile pour Marc, mais elle était déterminée à l'aider. « Ne vous inquiétez pas, Marc, dit-elle doucement. Nous allons traverser cela ensemble. Je suis là pour vous aider. » Dans les jours suivants, Jeanne passa la plupart de son temps aux côtés de Marc, l'aidant à s'adapter à sa nouvelle réalité. Elle expliquait tout avec patience, depuis le nom des médecins et des infirmières jusqu'à la routine de l'hôpital. Chaque petite réussite de Marc, comme se souvenir d'un nom ou réussir à se lever seul, était célébrée par Jeanne. Un matin, alors qu'il marchait lentement dans le couloir de l'hôpital, Marc s'arrêta soudainement, tenant la main de Jeanne. « Merci d'être là, dit-il, avec une sincérité qui toucha le cœur de Jeanne. Je sais que ça ne doit pas être facile pour vous non plus. » Jeanne sourit, serrant sa main en retour. « Et vous n'avez pas besoin de me remercier, Marc. Je suis là parce que je veux l'être. Vous n'êtes pas seul. » Cette connexion entre eux ne fit que se renforcer avec le temps. Jeanne racontait des histoires de sa propre vie, partageait ses espoirs et ses peurs, et encourageait Marc à faire de même. Bien qu'il n'ait toujours pas de souvenirs de son passé, il commençait à construire de nouveaux souvenirs aux côtés de Jeanne. Les séances de physiothérapie étaient difficiles, mais Marc les affrontait avec détermination, toujours encouragé par Jeanne. Le soir, elle lui lisait des histoires, apportant des livres qu'elle pensait qu'il pourrait aimer. Peu à peu, la présence constante et le soutien de Jeanne commencèrent à transformer l'incertitude de Marc en une nouvelle confiance. « Ça a été une bonne journée aujourd'hui, dit Marc un soir pendant que Jeanne rangeait le livre qu'elle lisait. J'ai réussi à faire quelques pas sans aide. D'insourit, se sentant fiere. Oui, ça a été une excellente journée. Et demain sera encore mieux. » Avec le temps, le lien entre Jeanne et Marc s'est approfondi. Ils sont devenus plus que infirmières et patients. Ils étaient des amis, des confidents, et peut-être même quelque chose de plus. Bien que le passé de Marc soit encore un mystère, le présent était rempli d'un nouveau type d'espoir et d'affection. La vie post-coma de Marc ne faisait que commencer, et avec Jeanne à ses côtés, il se sentait mieux préparé à affronter les défis à venir. L'avenir était incertain, mais ensemble, ils étaient prêts à le prendre, un pas à la fois. Au fil des mois, Jeanne et Marc sont devenus inséparables. Chaque jour qui passait, la confiance et le lien entre eux grandissaient. Déterminés à reconstruire leur vie, ils ont commencé à réfléchir à la façon dont Marc pourrait retrouver une forme d'indépendance. Sans mémoire de son passé, il voulait se sentir utile à nouveau et contribuer de quelque manière que ce soit. Laurent, un vieil ami de Jeanne, possédait une petite menuiserie en ville. En apprenant la situation de Marc, Laurent a immédiatement offert une opportunité. Il peut commencer comme assistant. La menuiserie est un endroit calme, et je pense que le travail manuel pourrait être thérapeutique pour lui, et a suggéré Laurent lors d'un dîner chez Jeanne. Marc, en entendant la proposition, se sentit excité. J'adorerais essayer, dit-il, avec un éclat dans les yeux que Jeanne n'avait pas vu depuis longtemps. Je ne sais rien de la menuiserie, mais je suis prêt à apprendre. Le lendemain, Jeanne accompagna Marc à la menuiserie de Laurent. L'endroit, avec son odeur caractéristique de bois et le son constant des outils, semblait accueillant d'une manière étrange. « Bienvenue, Marc, dit Laurent, lui serrant la main avec un sourire chaleureux. Commençons par quelque chose de simple aujourd'hui. » Les premiers jours furent difficiles. Marc apprenait tout à partir de zéro, mais sa détermination était évidente. Sous la guidance patiente de Laurent, il commença à prendre le coup des outils et des techniques de menuiserie de base. Chaque petite victoire était un triomphe, et chaque semaine qui passait, il se sentait plus confiant. Jeanne passait à la menuiserie tous les jours après le travail, impatiente de savoir comment avait été la journée de Marc. « Et aujourd'hui, j'ai presque fait une étagère tout seul, dit-il, fier, à l'une de ces occasions. Jeanne sourit, ressentant une vague de fierté. « Je savais que tu y arriverais. Je suis tellement heureuse pour toi, Marc. » Le travail à la menuiserie a non seulement donné à Marc une nouvelle compétence, mais aussi un sentiment de but.
Il commençait à se lier d'amitié avec les autres travailleurs et à se sentir à nouveau partie d'une communauté. À chaque nouveau projet, il voyait le progrès tangible de ses efforts, quelque chose qui l'aidait à combler le vide laissé par l'amnésie. Un après-midi, Laurent appela Marc pour une conversation. « Tu te débrouilles très bien, Marc. Ta dévotion est impressionnante, dit Laurent. Je veux que tu saches que, quand tu seras prêt, il y aura un poste permanent ici pour toi. » Marc fut ému. « Merci, Laurent. Cela signifie beaucoup pour moi, répondit-il, se sentant enfin partie de quelque chose de plus grand. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais avec le soutien de Jeanne et de Laurent, il était déterminé à aller de l'avant. La vie commençait à retrouver un nouveau rythme. Marc trouvait sa propre identité, non pas définie par le passé dont il ne pouvait se rappeler, mais par le présent qu'il était en train de construire. Et Jeanne, toujours à ses côtés, était l'encre dont il avait besoin pour rester fort dans son parcours. Avec le temps, la menuiserie est devenue plus qu'un simple emploi pour Marc, c'était un symbole de sa résilience et de sa capacité à recommencer. Et avec chaque morceau de bois qu'il façonnait, il sculptait aussi un peu de sa nouvelle vie, plus forte et pleine d'espoir. Un jour, Laurent annonça que la menuiserie avait décroché un gros contrat pour effectuer des réparations dans un manoir appartenant à un couple riche. La nouvelle enthousiasma tout le monde à l'atelier, y compris Marc, qui était impatient de relever de nouveaux défis. Le matin du début du projet, il se prépara avec soin, ressentant un mélange d'excitation et d'une étrange inquiétude qu'il ne pouvait pas expliquer. En arrivant au manoir, Marc fut impressionné par l'imposance du lieu. C'était un bâtiment ancien, avec des détails architecturaux sophistiqués et une aura de grandeur. Dès qu'il franchit la porte d'entrée, une sensation déconcertante de déjà-vu le frappa. Il s'arrêta un moment, sentant qu'il avait déjà été là, mais sans pouvoir se rappeler quand ou pourquoi. « Et ça va, Marc ?» demanda Laurent, remarquant l'hésitation de son ami. « Eh oui, ça va. C'est juste un endroit incroyable, » répondit Marc, essayant de chasser cette sensation étrange. Alors qu'il commençait à décharger les outils et à organiser le travail, Marc ne pouvait se débarrasser de cette sensation de familiarité. Chaque pièce dans laquelle il entrait semblait éveiller un souvenir caché, un fragment de quelque chose qu'il ne pouvait pas saisir complètement. Les escaliers en colimaçon, les longs couloirs et les grands salons lui donnaient l'impression de connaître cet endroit plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant une pause, Marc décida d'explorer la maison par lui-même. Il parcourut les vastes couloirs, observant chaque détail. Au deuxième étage, il découvrit une bibliothèque remplie de vieux livres. Les étagères en bois sombre et l'odeur de papier vieilli semblaient évoquer un souvenir lointain. Il passa la main sur une table de lecture, se sentant de plus en plus plongé dans cette sensation d'avoir passé beaucoup de temps ici. En poursuivant son exploration, Marc entra dans une chambre décorée de meubles classiques et élégants. Dans un coin de la pièce, une table de chevet exposait plusieurs photos encadrées. L'une d'entre elles attira immédiatement son attention. En s'approchant, il vit un visage familier le regardant. C'était lui-même, plus jeune, vêtu d'un élégant costume. La révélation le fit reculer, le cœur battant la chamade. Et Laurent, et appela-t-il, sa voix résonnant dans le couloir. Laurent accourut dans la chambre, inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Regarde ça, » dit Marc, pointant la photo. Laurent prit le cadre, l'examinant attentivement. « Et c'est toi, Marc, ou devrais-je dire Stanislas ?» Le nom sonnait étrange, mais en même temps juste. Stanislas, répéta Marc, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Qui suis-je vraiment? À ce moment-là, le superviseur du chantier, qui supervisait les réparations en l'absence des propriétaires de la maison, entra dans la chambre. « Et vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-il, remarquant l'expression stupéfaite de Marc. « Eh oui, il semble que nous ayons trouvé plus que ce à quoi nous nous attendions, » dit Laurent, tenant toujours la photographie. « Qui est l'homme sur cette photo ?» « Eh oh, c'est Stanislas, le propriétaire de la maison. Il a disparu il y a 2 ans après un accident de voiture, » répondit le superviseur. « Vous le connaissez ?» Marc ressentit une vague de souvenirs confus et fragmentés envahir son esprit. Il savait qu'il était sur le point de découvrir la vérité sur son passé. « Et je pense que je suis lui, » dit-il, sa voix tremblante. Le responsable le regarda avec surprise et curiosité. « Eh bien, c'est inattendu. Nous devrons en parler davantage. » Alors que les pièces commençaient à s'assembler, Marc, ou Stanislas, réalisa que sa vie était sur le point de changer à nouveau. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, il devait découvrir toute la vérité sur qui il était et ce qui s'était passé.
Toujours choqué par cette sensation de déjà-vu, Marc continua à explorer le manoir. Chaque pièce dans laquelle il entrait semblait lui apporter un aperçu d'un souvenir oublié. Il marcha lentement dans le couloir principal, où les murs étaient ornés de tableaux de paysages et de portraits de famille. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre alors qu'il se dirigeait vers une pièce au bout du couloir. En entrant dans la pièce, Marc fut attiré par une table ornée de nombreux cadres photos. Il s'approcha, observant chaque photo avec attention. Sur l'une d'elles, il reconnut immédiatement le visage qu'il avait vu, lui-même, plus jeune et habillé avec élégance. La révélation le laissa sans voix. Et Laurent, appela-t-il à nouveau, sa voix résonnant dans la pièce. Laurent arriva rapidement, remarquant l'expression perturbée de Marc. « Qu'est-ce qui se passe, Marc ?»« Regarde ça, » dit Marc, pointant la photographie. Laurent prit le cadre et l'examina attentivement. « Et c'est toi, Marc, ou devrais-je dire Stanislas ?» Marc ressentit une vague de confusion. « Stanislas, ce nom me dit quelque chose, » murmura-t-il, essayant de se souvenir. « Et je suis lui ?» Laurent regarda Marc avec sérieux. « Eh oui, Marc. Le nom sur la photo est Stanislas, le propriétaire de cette maison. Il a disparu il y a 2 ans après un accident de voiture. Tu dois être lui. » Les mots de Laurent furent comme un déclencheur. Des souvenirs commencèrent à affluer dans l'esprit de Marc, fragmentés et déconnectés. Il se souvint être au volant d'une voiture, une sensation de panique et de douleur, puis le vide. Il se massa les tempes, essayant de rassembler ses pensées. Le responsable du chantier, qui avait entendu la conversation précédente, entra dans la pièce. « Il semble que nous ayons trouvé quelque chose d'important, » dit-il, observant Marc attentivement. « Qui es-tu vraiment ? » « Je suis Stanislas, » répondit Marc, essayant encore de traiter l'information. « Et je ne me souviens pas de tout, mais cela semble vrai. » Le responsable regarda Marc avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Eh bien, si tu es Stanislas, il y a beaucoup de questions qui ont besoin de réponses. Tes parents te cherchent depuis que tu as disparu. » La mention de ses parents lui apporta une autre vague de souvenirs. Il se souvint de visages, de sourires et d'un sentiment d'amour et de sécurité. « Mes parents, je dois les voir, » dit Stanislas, déterminé. « Nous allons les contacter » proposa Laurent, posant sa main sur l'épaule de Stanislas. « Mais, pour l'instant, nous devons en savoir plus sur ce qui t'est arrivé. » Avec le temps, Stanislas commença à retrouver plus de fragments de sa mémoire. De petits détails de sa vie antérieure commencèrent à émerger, sa routine, ses responsabilités en tant qu'homme d'affaires et des moments passés avec sa famille. Chaque nouveau souvenir l'aidait à reconstruire son identité, mais apportait aussi une nouvelle série de questions et d'anxiété. Jeanne, toujours aux côtés de Stanislas, le soutenait à chaque étape. « Tu vas réussir à assembler toutes les pièces, » lui dit-elle, lui tenant la main. « Et je crois en toi. » Stanislas regarda Jeanne avec gratitude. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » répondit-il, ressentant la profondeur de leur connexion. À chaque jour qui passait, Stanislas se sentait plus proche de découvrir toute la vérité sur son passé. Et avec Jeanne à ses côtés, il était prêt à affronter tous les défis qui se présenteraient, déterminé à récupérer sa vie et à comprendre pleinement qui il était. Avec la confirmation qu'il était Stanislas, les souvenirs commencèrent à revenir en fragments douloureux pour Marc. Assis dans sa chambre d'autrefois du manoir, il ferma les yeux et tenta de forcer son esprit à rassembler les pièces dispersées de son passé. C'était comme regarder un vieux film, avec des scènes déconnectées et floues qui prenaient lentement de la netteté. La première mémoire claire qui émergea fut celle de Claire, sa femme. Il se souvint du jour de leur mariage, des moments heureux qu'ils avaient partagés et des promesses faites. Mais alors que les souvenirs heureux émergeaient, venaient aussi les ombres des trahisons et des mensonges. Claire, avec son sourire charmant, mais avec un regard qui semblait maintenant plein de secrets. Puis, l'image de Louis apparut. Il était plus qu'un simple chauffeur de la famille. Louis avait infiltré sa vie, gagnant la confiance de Stanislas pour ensuite le trahir de la manière la plus cruelle. Stanislas se souvint de la méfiance croissante, des petits signes qu'il avait ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La mémoire de la nuit fatidique surgit comme une tempête. Il rentra chez lui plus tôt du travail, prévoyant de surprendre Claire. En entrant dans la maison, il remarqua quelque chose d'étrange, une tension dans l'air qu'il ne put identifier immédiatement. Il monta les escaliers et, en s'approchant de la chambre, entendit des rires étouffés. En ouvrant la porte, la scène qu'il découvrit le figea.
Claire et Louis étaient ensemble dans le lit, riant et s'enlaçant. Le choc initial se transforma rapidement en fureur. Stanislas se jeta sur Louis, les poings serrés. « Comment as-tu pu » hurla-t-il, sentant la trahison brûler dans sa poitrine. Louis tenta de se défendre, mais la force de l'attaque de Stanislas le prit au dépourvu. Claire, en panique, chercha quelque chose pour arrêter son mari. Avant que Stanislas ne réalise, il ressentit une douleur aiguë à la tête et le monde commença à tourner. Il tomba par terre, et la dernière chose qu'il vit fut Claire tenant un objet lourd, le visage pâle de peur et de culpabilité. La douleur que Stanislas ressentit cette nuit-là revint avec toute sa force alors que les souvenirs envahissaient son esprit. Il se souvint d'être traîné, le froid de la nuit enveloppant son corps blessé. Louis et Claire l'avaient emmené hors de la ville, l'abandonnant sur une route déserte, croyant qu'il était mort. Ses souvenirs le remplirent de douleur et de colère. Il se leva brusquement, ressentant le besoin de bouger, de faire quelque chose pour faire face aux émotions écrasantes. Jeanne, qui était dans le couloir, accourut vers lui. « Que se passe-t-il, Stanislas ?» demanda-t-elle, inquiète de l'expression tourmentée sur son visage. « Je me souviens, » dit-il, la voix tendue. « Claire et Louis, ils ont essayé de me tuer. » Jeanne le serra dans ses bras avec force, essayant de le calmer. « Et tout ira bien. Nous allons gérer cela ensemble, » dit-elle, essayant de lui transmettre de la sécurité. Stanislas sentit la colère brûler en lui, mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. Avec Jeanne à ses côtés, il affronterait Claire et Louis, cherchant justice pour ce qu'ils avaient fait. Les souvenirs douloureux ne seraient pas oubliés, mais il utiliserait cette douleur comme une force pour avancer et récupérer ce qui lui appartenait. Déterminé à affronter son passé et à traduire Claire et Louis en justice, Stanislas commença à planifier ses prochains mouvements. La vérité était claire désormais, et il était prêt à se battre pour elle, quoi qu'il en coûte. Résolu à reprendre sa vie en main et à rechercher la justice, Stanislas demanda au gérant du chantier de garder secrète son identité. Il savait qu'il devait agir avec prudence, car Claire et Louis croyaient qu'il était mort et utiliseraient tout avantage pour échapper à leurs actes méprisables. « Nous avons besoin de temps pour tout planifier », déclara Stanislas au gérant. « Je ne peux pas permettre qu'il découvre que je suis vivant avant que nous ne soyons prêts. » Le gérant acquiesça immédiatement, comprenant la gravité de la situation. « Et vous avez ma parole, Stanislas. Je ferai tout ce que je peux pour aider. » Cette nuit-là, Stanislas rencontra Laurent dans un café discret en ville. L'ambiance était calme, mais la tension entre eux était palpable. « Laurent, j'ai besoin de ton aide. J'ai tout revu en mémoire. Claire et Louis m'ont attaqué et m'ont laissé pour mort. J'ai besoin de justice, déclara Stanislas, les yeux remplis de détermination. Laurent écouta attentivement pendant que Stanislas détaillait les souvenirs qui étaient revenus. « Nous allons faire ça ensemble, mon ami, répondit Laurent, posant la main sur l'épaule de Stanislas. Nous planifierons soigneusement pour nous assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. » Les deux hommes passèrent des heures à discuter des détails. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement confronter Claire et Louis directement. Ils avaient besoin de preuves et d'un plan pour garantir que la justice soit rendue sans qu'ils ne s'échappent. Stanislas et Laurent décidèrent que la meilleure approche serait de réunir suffisamment de preuves pour impliquer les autorités. La première étape du plan consistait à découvrir où se trouvaient actuellement Claire et Louis. Laurent, avec ses contacts en ville, commença à enquêter discrètement. Il découvrit que Claire vivait toujours dans le manoir, tandis que Louis habitait dans un appartement à proximité. Sachant où les trouver, Stanislas et Laurent commencèrent à planifier comment obtenir des preuves de leurs activités. Pendant plusieurs semaines, Laurent utilisa ses contacts pour installer discrètement des caméras et des dispositifs d'écoute dans le manoir et l'appartement de Louis. Chaque enregistrement et conversation capturée était soigneusement analysé par Stanislas et Laurent, à la recherche de toute preuve de confession ou de comportement suspect. Une nuit, alors qu'ils examinaient les enregistrements, ils entendirent une conversation révélatrice entre Claire et Louis. « Et cet accident de voiture maudit a été la meilleure chose qui nous soit arrivée, » dit Louis en riant. « Personne ne saura jamais que c'était nous. » Claire répondit avec un ton de soulagement. « Eh oui, mais nous devons faire attention. Si quelqu'un découvre que Stanislas est vivant, nous sommes perdus. »
La confirmation de leur culpabilité fut un moment de victoire pour Stanislas et Laurent. Nous avons ce dont nous avons besoin, déclara Stanislas, sentant que la justice était enfin à portée de main. Maintenant, nous devons impliquer les autorités. Laurent contacta un ami de confiance dans la police, fournissant les enregistrements comme preuve. Le détective, comprenant la gravité de l'affaire, assura qu'il prendrait les mesures nécessaires pour arrêter Claire et Louis. J'aurai besoin d'une déclaration de votre part, Stanislas. Cela renforcera encore davantage le dossier, expliqua le détective. Stanislas accepta et, accompagné de Jeanne, se rendit au poste de police pour donner son témoignage complet. Il décrivit la nuit de l'attaque, sa récupération et comment les souvenirs étaient revenus. Jeanne, à ses côtés, lui a apporté un soutien constant, renforçant le récit de Stanislas avec sa propre expérience en tant que témoin de sa lutte et de sa récupération. Avec toutes les pièces du puzzle en place, la police a mis en place une opération pour arrêter Claire et Louis. La tension montait à mesure que le jour de l'opération approchait. Stanislas savait que ce serait le moment décisif, le point où il affronterait enfin les démons du passé et commencerait à reprendre sa vie. Le matin de l'opération, la police a encerclé le manoir et l'appartement de Louis. Dans une action coordonnée, ils ont arrêté les deux sans incident. Claire et Louis ont été menottés et emmenés en garde à vue, avec des expressions de choc et d'incrédulité sur leur visage. Stanislas a observé de loin, ressentant un mélange de soulagement et de justice. Le voyage était loin d'être terminé, mais il avait franchi une étape cruciale pour reprendre sa vie et amener à justice ce responsable de sa tragédie. Avec Laurent et Jeanne à ses côtés, il était prêt à affronter tous les défis à venir, déterminé à reconstruire son avenir avec force et résilience. Avec Claire et Louis finalement en détention, Stanislas sentit un poids se lever de ses épaules. Maintenant, il pourrait se concentrer sur un autre aspect crucial de sa récupération, retrouver sa famille. Les derniers jours avaient été intenses, mais la perspective de revoir ses parents le remplissait d'une mixture d'anxiété et de joie. Il le croyait mort depuis 2 ans, et il ne pouvait imaginer leur réaction en apprenant que leur fils était vivant. Laurent, toujours aux côtés de Stanislas, s'est proposé de l'accompagner chez ses parents. « Vous avez besoin de soutien en ce moment », a déclaré Laurent, sachant à quel point la réunion serait difficile. Jeanne, également inquiète, a également décidé de venir. « Ils doivent savoir que vous n'étiez pas seul », a-t-elle affirmé. Le jour de la réunion, Stanislas, Laurent et Jeanne se sont rendus chez les parents de Stanislas, une belle résidence à la campagne. Alors que la voiture approchait de l'entrée, le cœur de Stanislas battait plus vite. « Je suis nerveux », a-t-il avoué, regardant Laurent et Jeanne en quête de soutien. « Tout ira bien », a déclaré Jeanne, lui tenant la main. « Et ils seront heureux de te voir. » En arrivant, Stanislas a hésité un moment avant de sonner à la porte. Le son de la sonnette a résonné dans la maison, suivi de pas pressés. La porte s'est ouverte et, pendant un moment, tout semblait figé. Ses parents, qui avaient visiblement vieilli ces 2 dernières années, étaient là, incrédules, regardant le fils qu'ils croyaient perdu pour toujours. « Et maman, papa » a commencé Stanislas, la voix entrecoupée d'émotion. « C'est moi. » La mère de Stanislas a été la première à réagir, portant la main à sa bouche dans un geste de choc avant de se précipiter pour le prendre dans ses bras. « Stanislas, mon fils. »« Ce n'est pas possible !» et s'est-elle exclamée, entre des larmes de joie. Le père de Stanislas, encore en train de traiter la scène, a bientôt rejoint l'étreinte, les yeux embués. « Comment est-ce possible ?» y a demandé le père, la voix tremblante. « Nous pensions que tu étais mort. » Stanislas, tenant toujours ses parents, a commencé à raconter l'histoire de sa survie. Il a expliqué comment il avait été attaqué par Claire et Louis, comment il avait été laissé pour mort et comment il s'était réveillé à l'hôpital sans mémoire. Il a raconté le parcours de sa guérison, les visites de Jeanne et le travail dans l'atelier de Laurent, jusqu'à ce qu'il retrouve enfin ses souvenirs. Les parents de Stanislas ont écouté attentivement, alternant entre des expressions de choc, de tristesse et de soulagement. « Nous n'avons jamais abandonné l'espoir », a déclaré sa mère, lui tenant fermement la main. « Nous avons toujours su que, d'une manière ou d'une autre, tu reviendrais vers nous. » Cela a été un long voyage, répondit Stanislas, sentant le poids des mots. « Mais je suis ici maintenant, et je ne vais nulle part. »
Après avoir partagé son histoire, Stanislas présenta officiellement Jeanne à ses parents. Voici Jeanne. Elle a pris soin de moi toutes ces années. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Jeanne sourit timidement, tandis que les parents de Stanislas l'embrassaient chaleureusement. Vous avez sauvé notre fils, eût dit la mère de Stanislas, avec une gratitude évidente. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Laurent, qui était resté en arrière-plan pour permettre cette retrouvaille, fut ensuite présenté. Et voici Laurent, mon ami et patron. Il m'a aidé à découvrir la vérité et à rassembler les preuves contre Claire et Louis. Les parents de Stanislas exprimèrent leur gratitude à Laurent également. Vous deux êtes de vrais anges, y dit le père de Stanislas. Notre fils est de retour grâce à vous. Avec cette retrouvaille émouvante, Stanislas ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il était entouré des personnes qui comptaient le plus pour lui, celles qui avaient été ses piliers de soutien pendant son parcours de récupération. Maintenant, avec sa famille réunie, il pouvait enfin commencer à reconstruire sa vie, sachant qu'il n'était pas seul. Ce jour-là marqua le début d'un nouveau chapitre pour Stanislas. Bien que les défis subsistaient, il était plus fort et plus déterminé que jamais, prêt à affronter l'avenir avec courage et l'amour inébranlable de sa famille et de ses amis. Alors que Stanislas était absorbé par les retrouvailles émotionnelles avec sa famille, il y avait une conversation importante qu'il devait encore avoir. Jeanne, qui avait été à ses côtés tout au long du processus de récupération, ne connaissait pas encore toute l'étendue de sa véritable identité. Stanislas savait qu'il devait lui dire, non seulement par honnêteté, mais aussi parce que Jeanne méritait de connaître toute la vérité. Ce soir-là, après les retrouvailles avec ses parents, Stanislas emmena Jeanne se promener dans le jardin de la maison de ses parents. La pleine lune éclairait le chemin, et l'air frais de la nuit semblait soulager un peu la tension qu'il ressentait. Jeanne, nous devons parler, et dit-il, lui tenant doucement la main. Jeanne le regarda avec inquiétude. Bien sûr, Stanislas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, sur qui je suis vraiment, commença-t-il, reprenant son souffle avant de continuer. Je ne suis pas seulement Marc. Mon vrai nom est Stanislas. Je suis le propriétaire de cette maison où tu m'as trouvé. Jeanne resta silenciosa un moment, assimilant l'information. Stanislas, répéta-t-elle, le nom sonnant étrangement sur ses lèvres. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je ne voulais pas te submerger avec la complexité de ma vie avant d'en être sûr, répondit-il avec sincérité. Pour être honnête, j'essayais moi-même d'accepter la vérité. Mais maintenant que tout est clair, tu mérites de savoir. Jeanne le regarda, les yeux emplis de compréhension. Cela ne change pas ce que je ressens pour toi, Stanislas. Tu es la même personne que j'ai prise soin pendant tout ce temps. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qui tu es et ce que nous partageons. Stanislas ressentit un soulagement. J'avais peur de te perdre, admit-il, serrant sa main plus fort. Et tu es la personne la plus importante dans ma vie maintenant. Jeanne sourit, un sourire empreint d'amour et de confiance. Tu ne me perdras jamais, Stanislas. Nous sommes ensemble là-dedans. Rassemblant son courage, Jeanne prit une grande inspiration avant de partager sa propre nouvelle. J'ai aussi quelque chose à te dire, y dit-elle, la voix un peu tremblante. Stanislas, je suis enceinte. La révélation laissa Stanislas sans voix pendant un moment. Il regarda Jeanne, les yeux remplis de larmes de joie. Et tu es enceinte? On va avoir un bébé? Jeanne hocha la tête, les yeux brillants. Oui, c'est ça. J'ai découvert récemment, mais je voulais attendre le bon moment pour te le dire. Stanislas la serra dans ses bras, ressentant un bonheur écrasant. C'est incroyable, Jeanne. On va former une famille. Le lien entre eux s'est encore renforcé avec cette nouvelle. Stanislas sentait que, malgré tous les défis qu'ils avaient rencontrés et qu'ils auraient encore à affronter, ils avaient un avenir radieux devant eux. On va affronter ça ensemble, y dit-il en caressant le visage de Jeanne. Et on va s'assurer que notre enfant ait une vie remplie d'amour et de sécurité. Fort de la nouvelle force qu'il avait trouvée dans la révélation de Jeanne, Stanislas se prépara pour les prochaines étapes.
Il savait que la bataille contre Claire et Louis n'était pas encore complètement gagnée, mais il avait maintenant une raison encore plus grande de se battre, protéger sa future famille. Dans les jours qui suivirent, Stanislas et Jeanne travaillèrent ensemble pour planifier leur avenir. Ils parlèrent du bébé, choisirent des noms et rêvèrent de l'avenir qu'ils voulaient construire. Chaque jour, le lien entre eux devenait plus fort, nourri par l'amour et la promesse d'un nouveau départ. Stanislas continua également à collaborer avec les autorités pour s'assurer que Claire et Louis soient correctement jugés pour leurs crimes. Il savait que comparaître devant le tribunal serait difficile, mais il était déterminé à voir la justice être rendue, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été touchés par leur trahison. La révélation de la grossesse de Jeanne apporta une nouvelle lumière dans la vie de Stanislas. Avec la perspective de devenir père, il trouva une nouvelle source de motivation et de force. Il était prêt à affronter tous les défis qui se présenteraient, sachant qu'il avait à ses côtés une femme forte et aimante et un avenir radieux devant lui. Le jour de la confrontation arriva enfin. Claire et Louis, insouciants après leurs vacances aux Bahamas, rentrèrent sans se douter de ce qui les attendait. Pendant qu'ils débarquaient à l'aéroport, l'activité autour d'eux semblait normale, mais il y avait une tension dans l'air qu'ils ne percevaient pas. Pendant ce temps, Stanislas, Jeanne et Laurent attendaient avec anxiété. La police avait mis en place une opération soigneusement orchestrée pour s'assurer que l'arrestation se déroule sans accroc. Les preuves fournies par Stanislas, y compris des enregistrements de conversations incriminantes et son propre témoignage détaillé, étaient cruciales pour émettre les mandats d'arrêt. Claire et Louis marchaient dans le terminal, toujours en train de rire et de discuter de leurs vacances, lorsqu'ils furent abordés par un groupe de policiers. Claire Dubois et Louis Marchand, vous êtes en état d'arrestation, déclara l'officier en charge, montrant les mandats. Et vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. La surprise et la panique se peignirent sur les visages de Claire et Louis. Que se passe-t-il ? Demanda Claire, la voix tremblante. Cela doit être une erreur. Et il n'y a pas d'erreur, madame, répondit le policier avec fermeté. Et vous êtes accusé de tentative de meurtre et de complot. Louis tenta de plaider, mais les policiers furent implacables, les menottant tous deux et les conduisant hors du terminal. La scène était un mélange de chaos et de justice, tandis que les curieux observaient leur arrestation avec des expressions de choc. Stanislas, observant de loin, ressentit un soulagement profond et une impression de justice enfin réalisée. Enfin, les responsables de sa tragédie étaient traduits en justice. Jeanne lui prit la main, lui offrant un soutien silencieux. Cela se termine enfin, murmura-t-elle. Nous allons y arriver. En route vers le commissariat, Claire et Louis échangèrent des regards désespérés. Que va-t-on faire ? Demanda Louis, essayant de rester calme. Claire, quant à elle, était submergée par la panique. C'est de ta faute, cria-t-elle, sa voix pleine d'accusation. Si tu n'avais pas été si négligent, nous ne serions jamais dans cette situation. Les secrets cachés commencèrent à émerger alors que la police interrogeait le couple séparément. Il devint clair que l'attaque contre Stanislas n'était pas un acte impulsif de passion, mais faisait partie d'un plan plus vaste. Claire et Louis étaient impliqués dans un schéma de corruption utilisant la fortune de Stanislas pour financer des activités illégales. Ils pensaient qu'en éliminant Stanislas, ils pourraient prendre le contrôle total de ses affaires et de sa richesse. Stanislas, accompagné de Laurent et Jeanne, fut appelé à fournir un témoignage supplémentaire au commissariat. En entrant dans la salle d'interrogatoire, il vit Claire pour la première fois depuis l'attaque. Elle semblait être l'ombre de la femme confiante qu'il avait connue. Stanislas, murmura-t-elle, les yeux emplis de désespoir. S'il te plaît, tu dois me croire, je ne voulais pas que cela arrive. Tu as essayé de me tuer, répondit Stanislas, avec fermeté. Et maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences de tes actes. Avec les preuves claires et les témoignages recueillis, le dossier contre Claire et Louis était solide. Le procureur était confiant que tous deux seraient condamnés pour les crimes commis. Nous avons plus que suffisamment de preuves, déclara le procureur à Stanislas. Et ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Le sentiment de justice rendu apporta à Stanislas une paix inattendue. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais le pire était désormais derrière lui. Merci pour tout, dit-il au procureur. Cela signifie plus que des mots ne peuvent l'exprimer.
Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'arrestation de Claire et Louis se répandit rapidement. La communauté était sous le choc, mais beaucoup exprimèrent leur soulagement en voyant que la justice était en train de s'accomplir. Stanislas, Jeanne et Laurent passèrent plus de temps ensemble, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient traversé et planifiant l'avenir. Stanislas savait que malgré les difficultés, il avait surmonté l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Avec Jeanne à ses côtés et un bébé en route, il était déterminé à reconstruire sa vie et à offrir un avenir sûr et heureux à sa famille. L'arrestation de Claire et Louis marqua la fin d'un chapitre douloureux et le début d'une nouvelle ère d'espoir et de renouveau pour Stanislas. Il était prêt à aller de l'avant, sachant qu'il avait surmonté le passé et était prêt à affronter tous les défis à venir. Avec Claire et Louis derrière les barreaux, Stanislas et Jeanne purent enfin commencer la nouvelle vie qu'ils désiraient tant. Les ombres du passé s'étaient dissipées, et la lumière de l'espoir brillait intensément sur eux. Stanislas, décidé à transformer sa souffrance en quelque chose de positif, prit une décision qui surprit beaucoup. Il adopterait le fils de Claire et Louis. Le garçon, Pierre, était un enfant doux et sensible qui comprenait peu les actes de ses parents biologiques. Il avait besoin d'un foyer stable et aimant, quelque chose que Stanislas et Jeanne étaient plus qu'heureux de lui offrir. L'adoption s'est déroulée rapidement et sans complications, grâce au soutien de la communauté et des autorités, qui ont reconnu la bonne volonté de Stanislas. « Et Pierre, tu fais désormais partie de notre famille », a déclaré Stanislas, en s'agenouillant devant le garçon. « Je serai ton père, et Jeanne sera ta mère. Je te promets de prendre soin de toi et de te donner tout l'amour et la sécurité que tu mérites. » Pierre, tenant la main de Stanislas, a timidement souri. « Merci, papa », dit-il d'une voix douce. Émue, Jeanne les a tous deux enlacés, sentant que sa famille était enfin complète. Les mois suivants ont été remplis de joie pure et d'adaptation. Stanislas et Jeanne se sont consacrés à créer un foyer rempli d'amour et de rire pour Pierre. Chaque jour était une nouvelle aventure, et la maison était toujours pleine de sons joyeux et de jeux. Pierre s'est rapidement adapté, trouvant en Stanislas et Jeanne les parents qu'il avait toujours désirés. La grossesse de Jeanne progressait bien, et l'attente du nouveau membre de la famille augmentait chaque jour. Stanislas s'est révélé être un père dévoué, accompagnant Jeanne à toutes les consultations médicales et participant activement aux préparatifs pour l'arrivée du bébé. Ils ont décoré la chambre de la petite fille avec soin, choisissant des couleurs douces et des meubles qui transmettaient confort et sécurité. Enfin, le grand jour est arrivé. Jeanne a commencé à accoucher, et Stanislas, bien que nerveux, est resté à ses côtés, offrant tout le soutien possible. Après des heures d'attente anxieuse, ils ont entendu le premier cri de leur fille. L'émotion les a submergés tous les deux lorsqu'ils l'ont tenue pour la première fois. « Elle est parfaite », murmura Stanislas, les larmes aux yeux, en regardant la petite dans ses bras. « Bienvenue dans le monde, ma chérie. » Ils ont décidé d'appeler leur fille Amélie, un nom qu'ils aimaient tous les deux. Pierre, en rencontrant sa petite sœur, a immédiatement montré de l'affection. « Je vais bien m'occuper d'elle », a-t-il promis, avec un sourire radieux. La maison de Stanislas est devenue un foyer de véritable bonheur. Le son des rires d'enfants remplissait les pièces, et chaque jour était une célébration de la vie et de l'amour qu'ils partageaient. Stanislas se sentait béni d'avoir surmonté tant d'adversités, et maintenant, de pouvoir profiter de moments de joie pure avec sa famille. Les week-ends, ils avaient l'habitude de faire des pique-niques dans le jardin, où Pierre courait joyeusement et Amélie observait le monde avec curiosité. Stanislas et Jeanne, assis ensemble, appréciaient la sérénité de ces moments. « Nous avons traversé tellement de choses », dit Jeanne, tenant la main de Stanislas. « Mais nous voilà, plus forts et plus heureux que jamais. » Stanislas sourit, se sentant enfin en paix. « Eh oui, nous avons surmonté tout cela ensemble. Et maintenant, nous avons un avenir radieux devant nous. » La présence de Pierre et d'Amélie a apporté un nouveau sens à leur vie. Chaque réussite de Pierre à l'école, chaque nouveau son qu'Amélie apprenait à faire, étaient des occasions de célébration. L'amour que Stanislas et Jeanne partageaient ne faisait que se renforcer avec le temps. La nouvelle vie qu'ils avaient construite était un témoignage de leur résilience et de leur capacité à surmonter toutes les adversités. Avec l'incarcération de Claire et de Louis, les menaces du passé étaient enfin derrière eux. Stanislas, Jeanne, Pierre et Amélie étaient prêts à écrire de nouveaux chapitres de bonheur et de réalisation. Les défis du passé ont façonné Stanislas en un homme plus fort et compatissant,
et il savait qu'avec Jeanne à ses côtés, il n'y avait pas de limite à ce qu'ils pourraient conquérir ensemble. La paix et le bonheur régnaient enfin dans leur vie, et la promesse d'un avenir radieux devenait réalité chaque jour qui passait. La maison de Stanislas, désormais remplie d'amour et de rire, était un véritable foyer. Et là, entouré de sa famille, il a trouvé la vraie paix et le bonheur qu'il a toujours recherché.